Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode du podcast L'Instant Sportif où on parle de sport, que ce soit dans l'actualité ou d'autres chroniques autres. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Claveau parce que hier, il y a eu le dévoilement qui gagnait le Ballon d'Or cette année. Et comme on n'est pas des très grands fans de soccer, moi et Thierry, on connaît pas très ça, ben on a invité Olivier qui connaît vraiment ça mieux que nous. Donc bonjour Olivier. Salut Pierre-Olivier. Ouais, Olivier, Pierre-Olivier, beaucoup d'Olivier dans ce podcast. Donc pour commencer le Ah Ballon oui, ben d'Or, sauf Thierry. ouais, Thierry, c'est pas proche du tout. Donc le Ballon d'Or a été gagné par Non. Ousmane Dembélé. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de sa saison? Effectivement, c'est une belle saison, que ce soit individuel ou que ce soit avec son équipe, le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils ont gagné la Ligue 1, pardon, la Ligue française, la Ligue des Champions, la Coupe de France. Donc un triplé, c'est quand même rare pour une équipe. Et donc, pour un peu célébrer ça, ils ont décidé de lui donner le Ballon d'Or, qui est une excellente décision selon moi. Peut-être que individuellement, certains joueurs ont fait une meilleure saison que lui, mais dans tous les cas, ça reste quand même un excellent choix. Sinon, est-ce que tu peux nous parler un peu du top 10 pour le Ballon d'Or? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans le classement qui a été annoncé? Et peut-être des surprises de mon point de vue. J'ai vu Cole Palmer. Effectivement, je connais un peu moins le joueur de Chelsea, le jeune joueur anglais. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis pas assez attardé dessus sur les dernières années, pendant les dernières années. Et ça pourrait être. Je trouve que c'est quand même un joueur complet, intéressant, mais surpris de le voir. Et la plus grande surprise pour moi, ça a été le positionnement de Rafinha dans ce top 10. Je m'attendais à le voir, si pas champion, je m'attendais à le voir minimum dans le top 3. Il est sorti cinquième. Selon moi, c'est peu explicable avec la saison qu'il a fait. Je veux dire, c'est le meilleur pointeur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, qui est la Ligue européenne la plus importante. Alors, peut-être que sur certaines décisions, je peux pas comprendre France Football. Sinon, toi, de ton côté, ça aurait été quoi, toi, personnellement, ton top 3 pour cette année? Cette année, c'était très simple. Il fallait donner le top 3 minimum à Lamine Yamal, qui a fait une saison extraordinaire alors qu'il n'a même pas 18 ans. Je crois qu'il a eu son 18 ans il y a quelques mois de ça. Et c'est un phénomène. Il faut lui donner ça. C'est de la précocité et un talent pur. Peut-être le forger dans les prochaines années pour devenir meilleur. Mais vraiment, top 3 c'est minimum Lamine Yamal. Après, je veux dire, entre Dembélé qui a eu la saison parfaite avec son équipe et Rafinha qui malheureusement s'est fait éliminer par l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, a quand même remporté la Liga. Donc c'est quand même quelque chose d'important à mentionner. Peut-être que la course se joue entre les deux selon moi. Puis sinon, tu as parlé de Yamin Lamal. Est-ce que dans le futur, comme tu l'as dit, il est très jeune, est-ce que dans le futur, il pourrait monter peut-être à un niveau des dernières années qu'on avait vu des Ronaldo, des Neymar, des Messi, tout ça, ou il est quand même une coche en dessous, ou vraiment il peut atteindre ce niveau-là? Là? Pour l'instant, je crois que c'est encore trop tôt pour faire un diagnostic sur son talent. Certes, il a 18 ans, il a atteint la majorité, mais est-ce qu'il a atteint la majorité niveau soccer, sachant que le potentiel maximum d'un joueur est atteint vers 25 ans, 24 ans. Il reste encore 7 ans de développement si on suit cette logique-là. C'est 7 ans qui vont pouvoir nous démontrer si c'est un talent brut qui est capable de se modeler ou si c'est un joueur talentueux, mais qui peut-être va finir comme des joueurs comme Ansu Fati, qui était quand même promis à un futur, ou même des joueurs comme Boyan Craig, qui a joué au CF Montréal, mais qui à une certaine époque était considéré comme étant le nouveau Messi. Puis aussi, ça se peut que ça finisse. Ben, je sais que Kylian Mbappé, c'est pas fini sa carrière, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de ballon d'or, donc peut-être que ça va se tourner comme ça, on sait jamais. Et sinon, Dembélé, sa saison, est-ce que tu peux un peu nous parler de la comparer aux grandes années de Ronaldo, Messi? Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait se ressembler ou c'était vraiment loin comparé aux grandes années il y a quelques années, là? Dembélé a quand même eu une belle saison, mais si tu compares à des Ronaldo et des Messi, cette époque-là est révolue personnellement pour mon désarroi, pour ma tristesse. J'aurais préféré une saison vraiment rocambolesque ou excellente, même si du côté Dembélé, c'est une saison très bonne pour lui, là. On peut pas se le cacher, c'est le meilleur joueur, ça a été un des joueurs les plus importants pour le PSG quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais comparé à un joueur qui a eu 91 points en un an,
c'est pas comparable. Ce qu'on a vécu avec Messi et Ronaldo, peut-être qu'on va jamais le revivre. Donc peut-être juste profiter du fait qu'il joue encore, mais pour l'instant, les prochaines années, peut-être qu'il va avoir une baisse de niveau pour le gagnant du Ballon d'Or. Mais je pense qu'avec des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Hendrick peut-être au Real Madrid, ou voire même Mbappé qui est encore au top de sa forme, les prochaines années sont sûres de talent. Et sinon, ma dernière question, l'année prochaine pour le Ballon d'Or, c'est qui qu'il faut surveiller? Est-ce qu'on surveille encore Dembélé, Yamal, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres joueurs que tu penses qui pourraient le remporter? Comparé à cette saison qui a été un peu plus difficile pour Kylian Mbappé, sachant que c'est un nouvel entraîneur, c'est un nouvel comment je peux dire, infrastructure autour de lui. Donc peut-être que là, à ce moment, déjà, il y a un bon début de saison, même s'il y a soit 4 soit 5 matchs de jouer en Liga. Donc sur 38 on peut difficilement faire un pronostic sur l'ensemble de la saison. On peut quand même signifier un très bon début pour Kylian Mbappé. Peut-être va pouvoir se démarquer en Ligue des Champions. Sinon, si on suivit à l'année dernière, des joueurs comme Lamine Yamal pourraient toujours rayonner. Peut-être du côté de Paris, certains joueurs qui ont peut-être eu moins d'accent cette année pourraient être intéressants. Peut-être pas pour le Ballon d'Or, mais peut-être pour le Copa, qui est le trophée donné aux joueurs le plus jeune ou le plus doué en dessous d'un certain âge. Désiré Doué, quand même un joueur qui va pouvoir se démarquer dans cette catégorie. Donc des nouveaux noms, une jeunesse, une nouvelle génération. C'est comme ça que je pourrais décrire peut-être le Ballon d'Or 2026. Ben, merci beaucoup, Olivier, d'avoir été là avec nous pour nous aider à plus en parler parce que vraiment, c'est pas notre tasse d'été. On va essayer de plus en regarder dans le futur parce qu'on essaie de parler de tous les sports. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir de te revoir dans un prochain podcast. Toujours un plaisir. Aussi, comme vous le savez, en fin de semaine, il y a eu le Grand Prix de Bakou dans la F1, donc on va en parler. Donc, Thierry, si tu peux nous résumer rapidement comment ça s'est passé cette fin de semaine-là. Ben, écoute, je peux le résumer en quelques mots. McLaren a fait de la merde du début à la fin. Verstappen est so back, puis Sainz GG will play. Bon, on Non, passe au ok, on va prochain bloc. résumer ça un petit peu. Non, on va résumer ça plus sérieusement. Grand Prix d'Azerbaïdjan, donc, avec des qualifs qui ont duré presque 2 heures. C'était très C'est long. plus long que n'importe quelle course cette saison. Toi, en plus, je pense que tu t'es endormi, puis je pense que tu n'as pas regretté plus qu'il faut. Ouais, parce que Mais c'était tôt, là, c'était à 7 heures que ça commençait, puis ça a ah duré non, c'était à 2 8 heures, heures. Ouais, 2 heures c'était de 8 temps. heures, mais c'était intense, hein. C'était intense, puis c'était long, là, les 28 drapeaux rouges, là. En tout cas, il y a Sainz qui s'est mis dans le mur, il y a Leclerc, il y a Piastri. Déjà, de voir Piastri faire une gaffe, c'est quand même assez rare. Ça arrive très régulièrement, très rarement. Ben, je vais être honnête, Piastri par lui-même. Piastri, c'est un des pires week-ends que j'ai jamais vu d'un pilote en Ouais, tout court, là. ouais, non, Et sincèrement, c'était. il se crash Il a en pas été dans le qualif, rythme. il Ouais. rate son start, doublement raté son start, puis ensuite il se met dans le mur. Encore une fois. Ouais. Non, c'était vraiment pas le week-end à Piastri, qui quand même trouve le moyen, en finissant avec Norris qui finit septième, à perdre moins de points sur Norris que s'il avait fini deuxième puis que Norris gagnait la course. Donc, c'est pour dire le niveau des McLaren ou le niveau de. Ben, ouais, non, le niveau des McLaren cette fin de semaine n'était pas incroyable, on va se le dire. Norris, qui n'a pas eu une très bonne qualif, s'est qualifié seulement septième ou huitième, en tout cas dans ce coin-là. Ouais. Ouais, septième, parce que Piastri, il partait 2 places derrière alors qu'il était neuf. Mais ouais, c'est ça, terminé septième, pas été aidé encore par son arrêt au stand, McLaren qui fait n'importe quoi depuis quelques courses. Le seul problème, c'est que pour Norris, c'est que là, il n'y avait pas de Piastri devant pour leur laisser passer. C'était Tsunoda, c'est qu'il dépasse. Il a réussi à dépasser Leclerc, mais il n'a pas réussi à rattraper, à dépasser les autres. Donc, il est resté bloqué derrière Tsunoda, qui lui-même restait bloqué derrière Lawson. Donc, Norris qui finit septième reprend juste 6 petits points sur Piastri. Puis pendant ce temps-là, Max Verstappen qui a été dominant du début à la fin, Un grand a chelem. décroché la pole. Voilà, ouais, un grand chelem. Je me souviens plus c'est son combienième grand chelem. En tout Mais cas, ça fait quelques-uns. beaucoup. Ouais. Oui, effectivement. Donc, juste pour rappeler, un grand chelem en Formule 1, c'est pole position, mène tous les tours, victoire. Et Ouais. je me souviens plus si le meilleur tour est là-dedans, Mais je pense qu'il l'avait aussi. OK, parce que Tu il peux faut aller pas se mêler vérifier. avec le hat-trick, parce que le hat-trick en Formule 1, c'est pole, meilleur tour, victoire. Mais c'est pas nécessairement de mener tous les tours. Ce que Verstappen là, a fait, il a mené tous les tours de la course en tant que tel. Donc c'est ça, victoire hyper dominante de Max Verstappen, deuxième George Russell, qui est encore là, ben c'est pas qu'il est invisible pendant la course, mais tu sais, on le voit pas. Il fait sa course, terminé deuxième. En plus, là, il était malade cette fin de semaine. Ça a passé très très proche
que Valtteri Bottas se remplace. C'est ça que Toto Wolff a dit. Mais en tant que tel, George Russell, excellent week-end. Troisième place, comment on ne peut pas parler de la performance de Carlos Sainz. Premier podium avec lui chez Williams. Premier podium pour Williams depuis le Grand Prix de Belgique en 2021. Mais là, on se rappelle que ce Grand Prix-là, c'était le Grand Prix de la voiture de sécurité 4 tours. George Russell a fini 2 parce qu'il s'était qualifié 2 la veille. Sinon, le podium d'avant, c'était Lance Stroll à Bakou en 2017. Mais là, encore là, c'était une course avec beaucoup de gens mouvementés. Sincèrement, oui, il a été chanceux avec les qualifs, Sainz en se qualifiant deuxième, mais on peut dire que c'est un premier podium pour Williams à la régulière depuis le Grand Prix du Canada en 2016 avec Valtteri Bottas. Donc ça fait ultra longtemps qu'il n'y a pas eu de podium vraiment à la régulière, Williams. Sainz hyper régulier. Il a juste perdu la deuxième place au profit de la stratégie. Il a été capable d'être plus rapide qu'Antonelli. Antonelli, quatrième. Quand même un bon week-end pour lui. Sinon, Lawson, cinquième, c'était qualifié 3. Excellent week-end. Tsunoda, son meilleur week-end avec Red Bull aussi. Ça, il faut en parler. Sixième, il peut peut-être reprendre un petit peu de confiance, même s'il finit derrière Lawson. Après Norris 7, Ferrari, après un début de week-end prometteur, ça fait du Ferrari, puis ça choke. Hamilton qui rate la Q3, Leclerc qui se met dans le mur. Après le lendemain, Leclerc a un problème mécanique avec son ERS, perd quelques dixièmes par tour. Puis dixième, Isaac Hadjar qui va marquer un autre point aussi. Du côté de Racing Bulls, c'est qu'écoutez, c'est pas mal ça que je peux faire comme résumé du week-end. Donc, au niveau du championnat, Verstappen il se rapproche à 69 points de Piastri. Donc là, les gens sont en train de dire est-ce que Verstappen est vraiment de retour dans la lutte pour le championnat. Il reste 7 courses. Oui, pour ceux qui sont écœurés de la saison de la F1, il reste 7 courses, mais non, mais sans niaiser. Mais c'est juste que, personnellement, même si on a tellement une bataille pour le championnat, je trouve pas qu'elle est hyper palpitante non plus. Là. C'est deux pilotes qui s'attaquent pas, qui s'envoient pas des petites piques. Genre, c'est pas du Hamilton-Rosberg, c'est pas du Verstappen-Hamilton, c'est pas du Prost. Ben là, si on commence à comparer ça à du Prost, si Verstappen revient dans la course, puis gagne encore une, peut-être 2 courses, puis que là, il vient peut-être que ça va escalader, puis peut-être que là, les 2 pilotes McLaren vont arrêter d'être gentils un envers l'autre, puis ils vont y aller pour leur côté. Ça fait 2 courses, même quelques-unes avant, que là, la Red Bull a l'air de vraiment mieux aller. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que, comme tu l'as dit, les 2 pilotes McLaren, la voiture, ça avait l'air de pas aller. Donc, peut-être que c'est la voiture qui était peut-être moins bonne. Peut-être qu'ils pensaient que le championnat était tellement dans la poche qu'ils se sont concentrés sur la voiture de l'année prochaine. Donc, j'ai hâte de voir comment la saison va finir. 7 courses, c'est sûr que c'est pas tant que ça pour 69 points. C'est 10 points à peu près par course qu'il doit rattraper. Mais c'est vrai qu'il y a des courses sprint aussi là-dedans. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais si Max remonte, même si que moi, je suis un grand fan de Norris, ça serait le truc le plus drôle au monde qu'après tout ça, c'est Verstappen qui gagne un 5e championnat. Ça serait vraiment hilarant. Ça serait très drôle, ouais, effectivement. Donc là, on a une fin de semaine de break sans Grand Prix de Formule 1, puis c'est la semaine prochaine, donc la fin de semaine d'après, ça va être le Grand Prix de Singapour, donc un Grand Prix de nuit, un circuit de ville. L'année passée, si on se rappelle, Norris avait remporté quand même assez facilement devant Verstappen et je me souviens plus si c'était Piastri 3. Donc, normalement, c'est un circuit qui peut favoriser les McLaren. En 2023, on se souvient, Norris avait fini deuxième derrière Sainz. C'est la seule course que Red Bull n'avait pas gagnée en 2023, on s'en souvient. Ça avait fait un petit peu de bien. Mais en tant que tel, donc ça va être à surveiller. Les McLaren risquent quand même d'être encore une voiture très, très forte. À maintenant, au niveau de voir ce que Verstappen peut faire avec la Red Bull. Même Tsunoda, parce que tranquillement, Tsunoda est capable de... Tu sais, je le trouve vraiment mieux depuis que Mackay est là puis que Horner a pris le bord, genre sincèrement. Commence à me demander si Horner, sincèrement, il mettait juste pas les updates, il mettait juste à Max pour pas l'autre pilote. Parce que maintenant, oui, Tsunoda est encore loin de Max, il est pas mal moins loin que comme quand c'était Horner qui était là. Donc, ça va être surveillé la fin de semaine, pas elle qui s'en vient, mais l'autre d'après. Pour le Grand Prix de Singapour, ça va être un petit peu moins tôt le matin, donc on va pouvoir dormir un petit peu plus. Parce que là, 7 h du matin, c'était rough. Surtout après un repêchage de poules. Mais effectivement. Donc là, maintenant, on peut passer à la prochaine nouvelle. Hier, c'était la conclusion de la 3e semaine dans la NFL en tant que telle. Puis on a eu des très, très bons matchs. Tout d'abord, je veux commencer en disant que les Dolphins, je m'attendais à ce qu'ils se fassent laver totalement par les Bills. Puis finalement, ça a quand même été relativement serré. On ne s'attendait pas à ce que les Dolphins gagnent non plus, mais 31-21, je trouve que ça va. Les Dolphins n'ont pas si mal joué. Leur meilleur match de la saison, clairement. Là. Ouais. Mais ça reste pareil, qu'ils sont une fiche de 0-3. Sinon, on peut parler du match qu'on attendait pour voir c'est laquelle des 2 équipes qui allait être la plus catastrophique entre les Bengals et les Vikings. Parce qu'on rappelle que les 2 n'avaient pas leur corps arrière partant, c'était des corps arrière remplaçants.
Et que dire que ces Bengals sans Joe Burrow, c'est une équipe C'est affreux. collégiale québécoise. Genre, en tout cas, au genre d'une école secondaire canadienne, là, genre, sincèrement. Là. C'était C'est terrible. c'est terrible. Défaite de 48-10 contre des Vikings. Puis encore là, quand ils ont fait un touchant en fin de match, parce qu'il y a longtemps, pendant longtemps, il y avait juste 3 points au Canada. C'était vraiment affreux. Donc, grosse défaite des Bengals. Puis si Joe Burrow ne revient pas tout de suite, je pense qu'on va devoir oublier les playoffs. Même si je pense qu'il il disait qu'il manquait 3 mois. Fait qu'on on va oublier les playoffs, je pense, côté Puis des Bengals. surtout si il enchaîne des défaites de suite, peut-être qu'ils vont même attendre d'être sûr qu'il soit à 100% pour penser peut-être Ouais. même à l'année prochaine déjà, pour pas le ramener dans une cause perdante si ton équipe est 2-8. Ouais. Ça sert à rien que tu reviennes pour la fin de saison. Là. Effectivement. Sinon, il y a les Jaguars qui surprennent un petit peu en ce début de saison. Ils ont une fiche de 2 victoires, 1 défaite. Ils ont battu 17-10 les Texans de Houston, qui sont très, très décevants depuis le début de la saison. Toujours aucune victoire pour l'équipe de Houston. Ben, On s'appelle que sont Houston, décevants. l'année passée, avait fait les playoffs. Là. Ouais, ils sont décevants en attaque. En défense, c'est Ouais. une des meilleures défenses. Mais vraiment, CJ Stroud, il n'y a rien qui fonctionne. Pas capable de faire des gros matchs offensifs. S'ils veulent gagner des matchs, ça va être à bas pointage. Mais même contre les Jacks, ils sont pas capables. Donc, comme tu l'as dit, les Jacks surprennent. Puis Houston, qui était en série 0-3. Sinon, je sais que c'était contre les Titans du Tennessee, mais quand même, troisième victoire de suite pour les Colts, 41-20. Les Colts d'Indianapolis qui jouent très bien depuis le début de l'année. On rappelle, la dernière fois qu'ils ont commencé aussi bien l'année, ils avaient fini avec une fiche de 14 victoires, 2 défaites. Et ils avaient perdu en finale au Super Bowl contre les Saints. Donc là, on se dit que s'ils se rendent aussi loin, on ne sait jamais que c'est l'équipe Cendrillon, ce ne sera pas les Saints qui les affronteront. Mais en Non, tout cas, un ça gros début de m'étonnerait. saison pour Indianapolis. Un gros début de saison. Sinon, un gros match. Gros match. Un gros match pour une seule des deux équipes. Les Panthers qui gagnent 30-0 contre les Falcons. 30-0. Puis au milieu du match, ou comme au troisième quart, Michael Penix Jr. s'est fait changer pour Kurt Cousin. Puis même là, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Donc, il y a deux défaites pour cette équipe-là, qui est maintenant 1-2. Même chose pour les Panthers. 30-0, c'est toute une dégelée. Ouais, là. puis tu sais, c'est les Panthers. Non, c'est pas une puissance de Sans la rien des ligue. là. Panthers. Mais non, vraiment pas. Défaite de 30-0. Sinon, les Eagles, match quand même très bon. Ils ont remporté 33-26 contre les Rams. Première défaite pour les Rams cette saison. Les Eagles qui sont une fiche de 3 victoires, aucune Ouais, défaite. mais faut le dire, les Eagles, en première demi, là, c'était, je vais être honnête, Ouais. un des pires matchs que j'ai vu les Eagles jouer depuis très longtemps. Là. C'était affreux, il n'y a rien qui fonctionnait. Et après ça, en deuxième mi-temps, ils ont décidé de enfin lancer le ballon. Parce que là, ils faisaient juste des courses, des petites passes. Puis là, ils ont enfin lancé le ballon. Puis ça a fonctionné. Jalen Hurts s'est rappelé qu'il y a deux très bons receveurs en A.J. Brown et Devante Smith. Puis là, il a compris que ça pouvait fonctionner. Puis en plus de ça, c'est une remontée pas contre, je sais pas, les Browns, les Saints. C'est contre les Rams qui sont une très bonne équipe. Ouais. Donc, c'est très très bon pour les Eagles. Qui sont 3-0, mais j'ai l'impression que on dirait un peu le 3-0 des Chiefs de l'année dernière. Les Chiefs, ils étaient Ouais. invaincus pendant longtemps, mais à chaque fois, c'était genre... Je suis pas convaincu. Ouais. Mais je suis pas convaincu. Mais là, la deuxième mi-temps, ça s'est vraiment mieux passé du côté des Eagles. Sinon, à part de ça, les Commanders sont bien repris. Victoire de 41-24 contre les Raiders. Steelers ont remporté leur match 21-14 contre les Patriots. Une défaite pas décevante, mais surprenante, c'est les Packers qui ont perdu 13-10 contre les Browns. Donc, pas Très un gros match surprenant. offensif. Mais les Packers qu'on a vu en début de saison ont maltraité les Lions, puis ensuite c'était les. Voyons, c'était qui les Commanders. Donc, ils ont maltraité bonnes ces équipes. deux équipes-là. Puis là, perdre contre les Browns, ça, c'est quand même assez surprenant. Pas un gros match offensif en plus. S'ils sont capables de marquer, il y avait quoi, marquer une trentaine de points contre les Lions. Là, même pas capable de marquer plus que 10 contre les Browns. C'est quand même assez surprenant. Sinon, les Bucks qui continuent leur séquence de victoires, un petit peu plus serré, toutefois, victoire de 29-27 contre les Jets de New York. Donc là, en plus, les Bucks, ils trouvent des façons de gagner, même s'il manque certains joueurs. Mais en tout cas, ils ont un très très bon début de saison. Sinon, toi, je sais que tu as ce corps arrière-là dans ton fantasy, donc ça te fait un peu mal, mais je peux continuer à noter que les Broncos, j'y trouve vraiment décevants depuis le début de la saison. Défaite Non, de pour 23 vrai, contre les très Chargers. décevant. Surtout offensivement, ça ressemble un peu aux Ouais. Texans, mais moins pire. Bonne défense, mais l'attaque qui était comme... Il manque de quoi. Le Bo Nix, peut-être qu'il est hit par la deuxième saison. Peut-être que c'est ça qui l'affecte. Mais vraiment... Bo Nix. Là, vu qu'il joue la prochaine semaine contre les Bengals,
comme tu l'as dit, c'est mon corps arrière pour mon Ouais. fantasy. Je vais quand même le mettre. Parce que là, j'ai Caleb Williams aussi comme deuxième corps arrière. Puis il a très bien fait dans le Mhm. dernier match. Il connaît un très bon match contre les Cowboys avec une victoire de 31-14. Donc là, j'ai hésité à Mhm. le mettre. Mais là, quand j'ai vu qu'il jouait contre les Bengals, puis j'ai vu qu'est-ce qui est arrivé sans Joe Burrow, je me suis dit, bon, je vais donner une dernière chance à Bo Nix. Et si ça fonctionne pas, ben là, Ouais. là je vais le changer. Donc, ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, les Bears qui ont gagné 31-14 contre les Cowboys. Donc, ça n'a pas été très serré. Seahawks non plus 44-13 contre les Saints. En même temps, c'est les Saints. Un match un petit peu plus défensif, les 49ers qui ont remporté 16-15 contre les Cardinals. Donc, un match un petit peu plus serré. Sniff. Ben, Donc, les 49ers qui sont maintenant 3-0 aussi. impressionnant, Euh, 49ers 3-0 sans Brock Purdy, oui, sans leur tight end Kittle et sans leur deuxième running back puis un receveur. Je pense qu'il manque puis un joueur de ligne offensive. Genre, il y en a tout plein là. Chaque année, ils se blessent tout ouais. le temps. Puis là, il en manque encore plusieurs puis ils réussissent à être 3-0. Ok, oui, ils n'ont pas eu les plus gros adversaires. Ils ont eu des adversaires quand même possiblement battables. Ils n'ont pas eu comme des Bills ou des Eagles. Mais quand même, ils sont 3-0. Donc, imagine quand tous leurs joueurs vont revenir. Puis, tu sais, ouais, c'est ça que sans être insultant vers mes Cards, leurs deux victoires contre les Saints et les Panthers, je trouvais pas que c'était. Ben, déjà, c'est les Saints et les Panthers. Puis, je trouvais pas que c'était des victoires très, très convaincantes dans les deux cas. Sinon, les Chiefs qui ont enfin trouvé le chemin de la victoire de 22-9 contre les Giants de New York. Puis, même encore là, en première demi, c'était pas des super beaux Chiefs qu'on voyait. Ça faisait beaucoup de gaffes, ça jouait mal. Ils ont juste été sauvés vraiment en fin de première demi par les pénalités que les Giants prenaient. Puis finalement, l'attaque s'est un petit peu réveillée, puis ils ont remporté 22-9. Mais encore là, l'attaque s'est réveillée. C'est plus la défensive qui a bien joué du côté des Chiefs. Est-ce que tu penses que ça peut leur permettre, ça peut être une bonne base pour le reste de la saison, en tout cas pour les prochains matchs? Ben, c'est sûr que les Chiefs, on dit qu'ils jouaient pas tant bien, mais leurs deux premiers matchs, ça a quand même été serré. Donc, Ouais. s'ils peuvent se dire, ok, ça a été serré, là, on a réussi à l'emporter, si on est capable d'emmagasiner les victoires, ça pourrait être intéressant, mais le prochain match, si je me trompe pas, c'est contre les Ravens, Ouais, c'est contre les Ravens. qui Ouais. sont très très forts. Mais en même temps, on a vu contre les Lions, il y avait de la misère à arrêter le jeu Mm. au sol, donc s'ils sont capables de construire quelque chose comme ça, il faut juste que les Chiefs espèrent que Worley revient bientôt et que dans Ouais. quelques matchs, on le sait, la suspension à Rashee Rice va être terminée, c'est 6 Ouais. matchs. Donc, si les deux joueurs reviennent, ils sont capables de continuer à peut-être engager quelques victoires, ça pourrait quand même bien aller pour les Chiefs, surtout avec Patrick Mahomes, puis on le sait, la défense est encore très très bonne. Donc, c'est encourageant, mais en même temps, c'est les Giants, on peut pas vraiment prendre grand-chose là-dedans. Là. Effectivement. Puis sinon, ben, hier, il y avait le match entre les Lions et les Ravens. Victoire de 38-30 de Détroit. Donc, les Ravens, comme tu l'as dit, sont supposés être dans les favoris pour le Super Bowl. Puis ils commencent la saison avec une victoire, deux défaites. Donc, c'est un petit peu surprenant. Mais un gros match des Lions là Mais aussi. une victoire, deux défaites, mais il faut se dire que leurs deux défaites, c'est contre les Bills. Ouais. Ils sont aussi une Puis autre les équipe Lions. favorite. Puis les Lions, Ouais. qui étaient la meilleure équipe en saison régulière, probablement l'année dernière. Donc, c'était un Mm. très gros match de la part des deux running backs des Lions. Pour vrai, c'est le meilleur duo de running back de la ligue. J'ai pas peur de le dire. En Jammer Gibbs et David Montgomery, les deux ont été fantastiques. Les Mm. deux se complètent bien. Pour vrai, cette attaque-là est très très bonne. Puis c'est tant mieux qu'ils ont deux bons running backs parce que ils ont probablement un des pires corps arrière pour courir. Jared Goff, c'est un peu comme Tom Brady, ça court pas là. Il peut être bon pour lancer le ballon, peut-être faire des petites courses ici et là de 2-3 verges, mais à pour ça, Ouais. ils vont pas plus courir. Puis encore là, Dan Campbell a décidé de faire plein de jeux truqués, d'y aller en quatrième et deux, encore une fois. Donc c'est un très bon match pour les Lions, une très belle victoire. Eux qui avaient mal commencé contre les Packers, pour vrai, il n'y avait Ouais. rien qui fonctionnait, le jeu au sol marchait pas. Et là, contre les Ravens, ça a très bien été. Donc là, ils sont 2-1, les Ravens 1-2. Et en plus de ça, les Chiefs et les Ravens s'affrontent. Donc une de ces deux équipes-là va Ouais. être 1-3. Là. Ouais. Donc, soit Et ça les peut Chiefs quand même. qui étaient au Super Bowl ou les Ravens qui plusieurs mettaient Mm. favoris. Là. Donc, ouais, ça peut être un mauvais début de saison. Sinon, pour ce qui est des matchs qui s'en viennent la semaine prochaine, ça va commencer jeudi avec un card Seahawks. Donc, Pour... écoute-moi, je vais l'écouter, OK? Oui, on Laisse-moi va l'écouter. l'écouter, mais c'est pas le match fou qu'on est genre, oh, let's go. Pour moi, oui, OK? Oui, c'est vrai, tes cards, tes cards. Sinon, les Bucks et les Eagles, ça va être un match quand même intéressant à 1h dimanche. En tout cas, deux équipes qui sont toujours invaincues. Donc maintenant, on va voir les Bucks qui vont quand même encore trouver une façon de gagner malgré les blessures. Sinon, les Bills vont avoir une victoire facile contre les Saints. Mais normalement. Si vous avez des joueurs, des Bills dans votre fantasy, James Cook, Oui. peut-être le tight end Kincaid ou des receveurs,
Je pense que c'est le temps de les faire jouer s'ils étaient sur Ouais. votre banc, là, parce que contre les Saints, honnêtement, je sais pas qui va perdre contre les Saints, mais bon, ça reste à voir. Il pourrait avoir une surprise. Les Browns ont battu les Packers. Effectivement. Sinon, les Lions vont jouer contre les Browns, donc peut-être une victoire relativement, en tout cas, pas une victoire facile, mais tu sais, parce que tu sais, ils viennent de battre les Packers, mais quand Mais même, normalement, sur tu sais que papier, ouais, sur papier. sur papier, les Lions sont supposés être meilleurs. Les Rams contre les Colts, donc ça peut être un match intéressant, surtout avec le début de saison des Colts, mais normalement, sur papier, les Rams seraient supposés être la meilleure équipe. Sinon, il va y avoir Chiefs-Ravens en tant que tel, donc ça va être le gros match. Vraiment aussi dimanche, ça va être à 4h25 que ça va commencer. Donc, comme tu l'as dit, Bo Nix, tu vas le faire jouer contre les Bengals avec, Ouais. avec les Broncos. Et sinon, ça, c'est le deuxième match de lundi, parce que le premier match de lundi soir, c'est vraiment lui qu'on attend le plus cette semaine. C'est le Monday Night Tank Ball entre les Dolphins et les Jets. Ça va être excellent comme match. Ça va être pique. J'ai très hâte de voir ça. Mais sinon, il y a un match aussi qu'il faut surveiller dimanche, c'est Packers-Cowboys, parce que c'est le retour de Michael Parsons à Dallas contre son ancienne équipe. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon, comme tu l'as dit, Jets-Dolphins, hey boy. Hey boy, hey boy, ça va être... Quelle équipe va être la moins nulle? Quelle équipe va faire passer 1-3? Quelle équipe va être Oh. 0-4? Oh. C'est ça la question. Ben, on dit ça, Sinon, on les niaise, mais il y a une de ces équipes-là qui va être égale à soit les Chiefs ou les Ravens. oui. Oui. C'est pas le même calibre, mais oui, effectivement. Donc, c'était pas mal tout pour le football. La semaine prochaine, on va revenir avec les résultats de la semaine 4. Je vais passer rapidement sur le début des championnats du monde de cyclisme à Kigali, au Rwanda. Dimanche, c'était l'épreuve du contre-la-montre individuel du côté des femmes et des hommes. Tout d'abord, du côté des femmes, c'est la Suissesse. Je crois que c'est Suissesse qu'on dit. Marlène Reusser qui l'a remporté. 51 secondes devant la Néerlandaise Anna van der Breggen et Demi Vollering, notamment qui est une des favorites à tous les années pour le Tour de France féminin, qui a terminé troisième. Au niveau du contre-la-montre. La meilleure Canadienne, c'est Olivia Barrel qui s'est qualifiée, qui a terminé 20e à 4 minutes 34 de Marlène Reusser, donc ça n'a pas été si nécessairement dans le coup, sur le parcours de 31 km. Et du côté des hommes, c'est un parcours de 40 km. Au début de la semaine, on disait que ça va être un affrontement de titans, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar. On sait Evenepoel, une saison 2025 un petit peu plus compliquée. Pogacar, ça reste Pogacar, donc puis en plus, c'est un contre-la-montre qui était assez sinueux au niveau du tracé. Pas sinueux, mais en gros, ça montait beaucoup de changements d'élévation. Donc, probablement pour plus favoriser Pogacar. Puis sincèrement, je me souviens pas depuis très très longtemps, probablement depuis le Tour en 2023, voir Pogacar autant se faire, je pense ridiculiser, c'est le bon terme. Il s'est fait détruire, mais genre vraiment. Pour vous dire, d'habitude, chaque coureur part à 2 minutes 30 d'intervalle. Remco Evenepoel a réussi à dépasser Pogacar. Puis il a fini avec comme 20 secondes d'avance. Donc, il partait 2 minutes 30. Il partait 2 minutes 30 après. En gros, Tadej Pogacar a fini quatrième à 2 minutes 37 de Remco Evenepoel. Donc, il a mis quand même un bon... il a mis un 7 secondes en plus après de l'avoir dépassé. Donc, 7 secondes. Puis en plus, c'était vraiment la fin du parcours. Donc, il a mis 7 secondes en comme 1 kilomètre. C'est quand même énorme. Donc, Remco Evenepoel, troisième titre de champion du monde du contre-la-montre consécutif pour le Belge. 1 minute 14 qu'il a mis sur Jay Vine, deuxième. Jay Vine, tranquillement, on voyait plus en tant que grimpeur, mais là, il est en train de se dévoiler des belles capacités dans le contre-la-montre. Il avait terminé deuxième du dernier contre-la-montre sur la Vuelta. Donc, ça peut, tranquillement, est-ce qu'on peut le voir essayer de jouer des classements généraux? Puis là, ça va faire un autre gars chez la UAE pour jouer des classements généraux. Donc là, ça va faire de l'attention. On sait que Juan Ayuso part notamment. Son troisième, mais c'est un autre Belge, Ilan Van Wilder, qui a terminé troisième. J'aimerais noter la belle performance du Canadien, le seul qui était au... non, il y en avait deux, c'était Laurent Gervais, l'autre, mais lui, j'en parlerai pas, parce que je le connais pas. Non, mais sans blaguer, Laurent Gervais qui a terminé au 28e rang entre le Sud-Africain Brendan Downes et le Suisse Mauro Schmid. Donc, Mauro Schmid, qui est quand même un gros coureur de World Tour, champion suisse, qui termine 29e, c'est quand même assez surprenant. Mais c'est surtout Michael Leonard qui a terminé 12e à 3 minutes 53 de Pogacar, pas de Pogacar, d'Evenepoel. Quand même très, très solide, le jeune Canadien en tant que tel. Donc, on le sait, là, il est tranquillement monté. C'est le champion canadien du contre-la-montre. Donc, maintenant, ça va être à voir. Sinon, ce qui est des favoris du contre-la-montre, il y avait Bruno Armira, le champion français, terminé 8e. Sinon, Isaac Del Toro, le Mexicain, grosse performance, 5e aussi. Luke Plapp, qui je crois est champion australien, a terminé 7e. Champion italien, Filippo Ganna n'était pas là parce que le parcours ne l'avantageait pas. C'était trop sinueux, c'était pas assez plat.
à son goût. Sinon, ben, il y a d'autres épreuves qui ont continué. Il y a les championnats du monde. Ben, il y a l'épreuve moins de 23 ans, junior aussi. Puis c'est dimanche prochain qu'il va y avoir la course sur route. Donc, au niveau des hommes, on va devoir surveiller Tadej Pogacar. Bien sûr, Remco Evenepoel va être là dans la discussion. Pour ce qui est des femmes, il va falloir surveiller aussi Demi Vollering et je crois que Pauline Ferrand-Prévot est là aussi. Donc, il va falloir surveiller ça du côté des championnats du monde de cyclisme. Sinon, je peux faire un petit détour sur les séries de la WNBA. On avait commencé à en parler la semaine dernière. On va parler des résultats des séries. Tout d'abord, il y a eu seulement un seul balayage. Je crois que lors de l'épisode de la semaine dernière, on a oublié de préciser c'était quoi le format des séries. Donc, en gros, le premier tour, c'est un 2-3. Le deuxième, c'est un 3-5. Et la finale, c'est un 4-7. Donc, comme dans la LNH, par exemple, ou comme dans la NBA tout court. Donc, le premier tour, le 2-3, il y a eu un seul balayage chez les Lynx du Minnesota qui ont balayé en 2 matchs les Valkyries de Golden State, qui, pour rappeler l'équipe qui avait un peu un parcours Cendrillon, puisque c'était une équipe d'expansion. Sinon, les 3 autres séries se sont terminées en 3 matchs. Donc, les Mercury de Phoenix ont éliminé les Liberty de New York en 3 matchs. Les Aces de Las Vegas ont remporté leur série 2-1 contre le Storm de Seattle. Et le Fever d'Indiana, même sans Caitlin Clark, a remporté leur série 2-1 contre le Dream d'Atlanta. Donc là, maintenant, on est au niveau des demi-finales entre les Lynx du Minnesota et les Mercury de Phoenix. Je sais que le Lynx du Minnesota menait la série 1-0 et tantôt, quand j'ai checké, il menait comme c'était quoi, je en 59-44, donc tu sais que c'était pas très serré. Donc ça a bien l'air parti pour que le Lynx, qui sont quand même favoris, ont terminé première de la Ligue cette année, élimine le Mercury. Puis du côté du Fever, ben, c'est eux qui mènent leur série 1-0 contre les Aces de Las Vegas aussi. Donc ça a l'air bizarre de le dire, mais sans Caitlin Clark, on dirait que le Fever marche pareil. Ben, il Donc, y a en tout même cas, du monde que j'ai vu qui sont vraiment des très grands fans qui regardent tous les matchs. Ils disent que ils jouent mieux sans Caitlin Clark. Peut-être qu'ils ont un nouveau plan de match, puis peut-être qu'il fonctionne mieux. Peut-être que quand elle va revenir l'année prochaine avec le nouveau plan de match, ça peut être une équipe qui va être très dangereuse. On sait pas, on va voir. Donc ça pourrait être surprenant. Les Fever qui surprennent contre la plus forte équipe peut-être en finale. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. ben écoute, on dirait que j'ai parlé trop vite. Je viens de revoir les résultats. Puis présentement, le match entre Phoenix et Minnesota, c'est en prolongation et Phoenix mène 85-83. Oh, la Donc, il y a une grosse remontada pour remontée. survivre. La, la remontada, donc c'est beaucoup plus gros que, par exemple, un Chris Paul It's a huge treat, he got the lead down to 42. Ouais, ça c'est légendaire, là. Ça, on s'en souvient. Puis sinon, présentement, le Fever qui mène 9-8 contre les Aces, mais on est à 5 minutes 39 restant dans le premier quart. Puis sinon, au niveau de la WNBA, Aja Wilson des Aces de Las Vegas a également été nommée MVP de la Ligue pour une 4e fois dans sa carrière. On rappelle, elle, qui était le premier choix au total de l'encan 2018 dans la WNBA. Sinon, on peut continuer un petit peu. On peut parler un peu de football, de baseball, pardon, parce que là, la saison régulière achève tranquillement. Il reste une La semaine. semaine prochaine, Ouais. justement, petit preview pour la semaine prochaine. On va avoir une émission preview des playoffs. Tu vas inviter un de tes collègues aussi pour en parler. Mais on en parle parce que les Blue Jays de Toronto, malgré leur récent match que ça ne va pas super bien, tous très forts en passant à la défaite de 20-1 contre les Royals. Hey, ça c'était Eh bien, terrible. ça, c'est quand même terrible. Mais en gros, pour dire que les Blue Jays de Toronto sont officiellement qualifiés pour les séries éliminatoires. Là, maintenant, ça serait de ne pas perdre trop de matchs Pour pour rester essayer premier, ouais. au moins pour rester premier puis avoir son bye week pour la semaine 2. Pour le deuxième tour en tant que tel. Donc, ça veut dire qu'ils n'auront pas à jouer la petite série de 2-3 au début, puis directement passer à la série de 3-5. Je sais que dans l'américaine, l'autre équipe présentement qui est dans cette position-là, c'est les Mariners de Ouais. Seattle. Donc, c'est assez surprenant. Mais les Seattle, Mariners, c'est ils pas vont une très équipe qui a bien beaucoup présentement, là. Mais les Mariners, d'habitude, c'est pas une équipe qui a, qui a un gros succès dans l'histoire de la pas de la WNBA, mais de la MLB. Sinon, ce qui va être à surveiller, c'est la course pour la 3e place wildcard dans la nationale. C'est la nationale américaine. Les Blue Jays, c'est dans l'américaine? Ouais, OK, donc c'est la course pour la 3e place wildcard dans la nationale. avec ton Parce qu'on équipe. a les Reds de Cincinnati, les Mets de New York et les Diamondbacks de l'Arizona qui sont vraiment à un match d'intervalle limite. Donc, tu sais, les 3 sont encore dans la course. Puis je sais que je vais avoir l'air vraiment d'encenser les D-backs, mais avec tous les échanges qu'ils ont faits, les blessures qu'ils ont eues, je suis un gars qui s'appelle Did the D-backs lose, qui était le même gars qui avait fait Did the Coyotes lose. Puis, genre, quand il fait ses posts, c'est pas Did the Diamondbacks lose, c'est Did the Injured Backs lose, là, tellement qu'il y a eu de blessés cette année. Donc, en tout cas, ça va être très intéressant. Il reste une semaine dans la MLB avant le début des séries éliminatoires. Sinon, on va parler un peu de nouvelles de la LNH avant de partir sur nos blocs. Tout d'abord, hier soir, c'était le premier match préparatoire des Canadiens de Montréal qui affrontaient les Penguins de Pittsburgh. Une victoire de 2-1 en tir de barrage.
PO, si tu peux nous en parler rapidement, parce que je sais que toi, tu as pris des notes sur le match. Donc, en gros, un peu, je sais que c'est le premier match pré-saison, mais c'est quoi ton ressenti pour l'instant? Ben, honnêtement, là, quand tu regardais les alignements, le Canadien avait Dobson, Matheson, Laine, Demidov. Donc, on avait quelques bons joueurs, même Gallagher, Anderson. Donc, oui, on avait des jeunes qu'on voulait essayer, puis des gens qui essaient de se tailler une place. Mais on avait quand même des bons joueurs. Puis, de l'autre côté, Crosby, Le Temps, Carlson étaient tous pas là. Donc, on se dit, Ok, oh, ouais. ça va être une victoire facile du côté canadien. Puis, tout le début du match était dominé de la part des Pingouins. Les deux premières périodes, c'est vraiment de leur côté. Ils nous dominaient. Vraiment, Montembeault était le MVP du Canadien dans la première demi de match. Puis, Montembeault, pour moi, il était vraiment incroyable. J'ai vraiment confiance en lui pour la prochaine saison. Il a continué où qu'il a laissé en série. La blessure qu'il a eue a l'air vraiment d'être disparue. Puis, si je veux continuer sur les gardiens, Fowler qui a joué la deuxième moitié du match. J'ai tellement hâte dans 2-3 ans. Fowler est tellement fort. Il a l'air tellement calme dans sa zone, dans sa zone de but. Les arrêts sont faciles. Il est toujours bien placé. Il stresse pas. Donc, pour vrai, Fowler, là, s'il continue son développement, je veux pas non plus trop parler vite, mais en même temps, il a gagné partout où il est allé. Ça sent bien pour lui. Sinon, les notes que j'ai pris, j'ai vu que Matheson et Dobson jouent ensemble. J'ai quand même bien aimé les deux ensemble, mais en même temps, c'est un match préparatoire, c'est sûr qu'ils jouent contre du monde un peu moins fort. Sinon, Belzil et Condotta étaient quand même très bien sur le piqué. S'il y en a un des deux qui réussit à se tailler une place, peut-être pour remplacer, vu qu'il n'y a plus de Armia ni de Dvorak pour le désavantage numérique, peut-être que ça va leur faire une place, vu que on n'a personne sur le désavantage numérique. Sinon, Lainé, on l'a vu, son genou est en santé. Il a fait quelques poussées en première période en échappé des jeux des joueurs. Donc on voit que son genou va bien, mais le reste du match était un peu plus invisible. Sinon, Dobson, on a pu voir sur le powerplay son clapper qu'on n'avait pas. Peut-être qu'à cause de ça, peut-être qu'on va décider de peut-être le mettre dans l'avantage numérique, peut-être un, peut-être deux. On va voir qu'est-ce qu'il va arriver avec ça. Sinon, beaucoup trop de pénalités en première période, mais en même temps, c'est un match préparatoire. Sinon, autre que ça, j'ai vu que Demidov a quand même beaucoup de talent. On a vu qu'il a encore fait quelques feintes. Sinon, à part de ça, ça n'a pas été le meilleur match pour Demidov. Sinon, Beck et Kapanen, deux joueurs qui se battent pour une place en série. En série, une place dans l'alignement. Pourquoi j'ai dit en série? Je sais pas, mais une place pour faire l'alignement. Mais les deux ont très bien joué, surtout Beck, il était vraiment excellent. Il était première étoile du match. Il a marqué un but, il était très très bon. Puis, qu'est-ce que j'aimerais peut-être avec Beck qui serait intéressant, c'est que ça fait que si c'est lui qui vient, tu peux tasser Newhook à l'aile, vu que Beck il est quand même bon dans les deux sens de la patinoire, bon centre, qui est capable de gagner des mises en jeu. Donc, ça pourrait être intéressant. Peut-être qu'il va se tailler une place. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Comme j'ai dit, Fowler aussi en prolongation. Son arrêt est incroyable. Sinon, aujourd'hui, le deuxième match des Canadiens s'est terminé et ça a été vraiment mieux. On a vu que le premier trio puis Hudson sont vraiment à un autre niveau que les autres des matchs préparatoires. Vraiment, Suzuki, Caulfield, Hudson, Slav, dominant. Slav, il a reçu un patin dans le visage, il a été coupé, il a dû retraiter au vestiaire, il a eu des points de suture. Il est revenu, il a été très bon, c'est lui qui a préparé le but de Suzuki. Et aussi, deux joueurs qui ont... j'ai pas vu qui avaient été les étoiles, mais c'est probablement eux qui ont été les étoiles, parce que Florian Jacquet a marqué un but et s'est battu. Et son frère Harbert a marqué un but dans un filet désert. Donc les deux frères Jacquet ont marqué des buts. Et sinon, il y a eu deux batailles aussi. Donc là, toutes les personnes qui aimaient les deux frères Jacquet, parce que comme on le sait, les partisans de Montréal les adorent, ben ils vont célébrer jusqu'au prochain match. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, Kakonen et Dobesh aussi ont quand même bien fait. Donc on a une bonne lutte à 4 gardiens, mais je pense que ça va être Montembeault, Dobesh, puis dans la Ligue américaine, ça va être Fowler, Starter, puis Kakonen probablement le deuxième gardien. Mais les 4 gardiens ont bien fait, donc ça c'est quand même encourageant. Donc c'est ça que ça a l'air pour les deux premiers matchs pré-saison des Canadiens. Donc, parfait. Sinon, on peut parler un petit peu de nouvelles. On sait que l'expansion dans la LNH, c'est pas un sujet qui est qui est pas encore d'actualité. On sent pas d'urgence du côté de la LNH de s'expandre dans d'autres marchés. Mais ils veulent, mais on le sait Back, qu'ils veulent. On le sait qu'ils veulent expandre, mais ouais, ça va prendre quelques années encore. Là. ouais, encore. Mais tu sais, j'en sais pas urgent. Mais juste pour dire que we're so back, parce que en gros, hier, il y a la nouvelle qui est sortie. C'est Andrea Doan, qui est la femme de Shane Doan, la conjointe de Shane Doan, qui va officiellement diriger le board, une espèce de board qu'un politicien de l'Arizona avait créé en début d'année, ou en tout cas voulait créer pour annoncer le retour de la LNH en Arizona. On sait qu'ils sont partis il n'y a pas longtemps. J'en pleure encore dans mes nuits, mais sinon, en tout cas, donc c'est elle qui va diriger cette espèce de comité-là
pour ramener la LNH en Arizona. Ils ont des bonnes discussions. Puis moi, je pense sincèrement, avec toute l'histoire de propriétaire dégueulasse que l'équipe a eue pendant ses 28 ans, presque 30 ans, que ça soit un dôme qui soit là, puis c'est pas Shane parce que présentement il travaille avec les Maple Leafs, il y aurait comme un conflit d'intérêt. Mais juste pour le fait que ça soit un dôme, je pense que juste ça, c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Puis ça avance tranquillement. Ils l'ont dit, il va falloir pogner des investisseurs, pogner un aréna ou un terrain à quelque part. Mais sincèrement, je pense qu'au moins c'est un très bon premier pas dans la bonne direction pour le retour de la LNH en Arizona aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont broyer et qui vont tenter de croire que Québec sera un bon marché pour la LNH. Mais je vous le dis, ça va jouer entre Houston, Atlanta, Phoenix. Ça va être dans ces marchés-là. Plus tard, si la LNH veut s'expandre. Donc, ça va être à surveiller dans les prochains mois, prochaines années. Sinon, un joueur qui a une excellente carrière, qui a été repêché il y a 20 ans cette année, va prendre sa retraite à la fin de l'année, c'est Andy Kopitar. Ouais. Donc, le Slovénien, ça déjà, c'est à noter, parce qu'il n'y a pas eu gros de joueurs slovéniens dans Est-ce l'histoire qu'on de la peut Ligue dire que c'est le nationale. meilleur de tous les temps pour son pays? Ben, c'est comme le seul, là. À moins qu'il y ait un joueur qui a été né en URSS puis était dans le territoire de la Slovénie puis qu'on n'était pas au courant, mais sincèrement, on peut Non. dire que Sandy Kopitar, grosse carrière pour le capitaine des Kings en tant que tel, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Ce sont des petites signatures. Il y a Mikael Backlund qui a signé un contrat de 2 ans, 3,25 millions. Mikael Backlund, si je me souviens bien, c'est le capitaine des Flames. Donc Backlund, oui, il a beaucoup moins d'impact qu'il y a quelques années. Il a ralenti en tant que tel, mais ça reste encore un bon ajout ça reste quand même une pièce importante pour les Flames. Puis sa prolongation de contrat va commencer l'année prochaine, donc en 26-27. Sinon, il y a Wyatt Kaiser également qui a signé un contrat de 2 ans à 1,7 million de dollars Ouais, aussi. lui c'était un des autres agents libres avec restriction qui n'était pas signé. Donc là, il reste Luke Hughes, Evangelista et McTavish qui n'ont pas signé. Mais là, Wyatt Kaiser a finalement signé avec Chicago. Donc c'est pas beaucoup d'argent. Donc lui, il s'estinait pour 1,7. C'est-à-dire que lui, il demandait quoi à 12? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il demandait tant que ça. Donc soit il a vraiment perdu la négociation, ou soit il demandait 1,8 puis 1,6 puis il s'attendait pas, là. Ça peut être ça. Sinon, écoutez, c'est pas dans les dernières semaines, c'est pas le moment des anciens gardiens dans la Ligue nationale. On sait il y a quelques semaines, c'était le décès de Ken Dryden. Également, un peu avant ou un peu après, il y a eu le décès de Ed Giacomin aussi du côté l'ancien gardien des Rangers. Et puis là, dimanche, c'est les Flyers qui nous ont annoncé la triste nouvelle. C'est Bernard Parent qui est décédé aussi, l'ancien gardien qui était le starter des Flyers pour leurs 2 conquêtes de la Coupe Stanley en 74 et en 75. Est-ce qu'on a su finalement il était mort de quoi? C'est quoi qui avait mené à son décès? Ben, c'était pas mal la maladie puis la vieillesse. C'était pas eu un événement, pas eu d'accident ou quel que ce soit. Désolé, c'était compliqué à dire. Donc, c'est ça, une autre triste nouvelle du côté de l'ANH. On perd beaucoup d'anciens gardiens ces temps-ci. Sinon, je pense qu'on avait pas mal fait le tour du côté de l'actualité dans le sport en général puis au niveau du hockey. Maintenant, je peux passer à ma petite chronique personnelle. Lors du premier épisode, si vous vous souvenez, j'avais parlé des nouveaux chandails, des nouveaux uniformes qu'on avait pour la prochaine saison dans la LNH. Bien, dans la dernière semaine, on en a eu 4 nouveaux. On avait parlé notamment du nouveau jersey à l'étranger des Hurricanes qui est absolument affreux, ou encore celui du Kraken, le 3e, qui est quand même assez sympathique. Maintenant, il y a 4 nouvelles équipes qui l'ont sorti. Tout d'abord, les Capitals de Washington, qui ont ramené un fan favorite, on va dire ça comme ça, le logo du Screaming Eagle, lui qu'ils ont eu de façon permanente comme premier logo de 1996 ou même 1995 jusqu'à 2007, en tout cas, qu'on a utilisé ce logo-là. Le logo avec l'aigle, notamment avec, si vous vous souvenez d'Olaf Kolzig, aussi de Jaromir Jagr avec les Capitals, des débuts d'Ovechkin aussi, c'était ce chandail-là. En tout cas, ce logo-là. Donc, un nouveau chandail, ça va être les couleurs actuelles des Capitals, donc le rouge, le bleu, le blanc, mais avec le logo du Screaming Eagle et le logo du Capitol aussi avec les bâtons de hockey sur chaque épaule. Toi, tu penses quoi de ce chandail-là en particulier? À part le placement du C de capitaine qui est dégueu. C'est ça que j'allais toi, dire. Sans le placement du C puis du A qui est à côté de la sponsor puis que ça fait qu'il est trop au milieu puis que c'est mal placé. Sinon, pour moi, le chandail est quasiment parfait. Il devrait être le chandail qu'ils mettent à place du juste Capitals. Moi, honnêtement, le Capitals, j'aime pas ça. Je pense qu'ils devraient remettre l'aigle comme logo principal. Puis ce chandail-là, pour moi, c'est parfait. Genre, si tu veux pas retourner au vieux look, ça c'est parfait. C'est les nouvelles couleurs. C'est un logo qui est très beau, qui amène plus, tu fais te représenter. Parce que là, c'est quoi ton logo? Le mot.
c'est le nom de l'équipe. C'est comme. C'est ouais. C'est Ben, souvent, on décevant. voit on a vu sur l'app de la LNH, souvent, ils utilisent le logo avec l'aigle, puis en Hmm. dessous, comme le Capitole, là, leur logo secondaire. Mais en tant que tel, je sais pas s'ils lookeraient si bien que ça devant un chandail. Genre, sincèrement, il y en a des gens qui disent que oui, mais juste le chandail de la série des Stades en 2023, je le trouvais affreux. Fait que j'étais comme, je sais pas, ce logo-là, je trouve qu'il look vraiment mieux devant un chandail que, par exemple, le logo secondaire qu'ils ont actuellement. Sinon, au niveau des nouveaux chandails également, on a vu deux équipes qui célèbrent leur centième anniversaire dévoiler des nouveaux uniformes. Il s'agit tout d'abord des Red Wings de Détroit, pardon, je trouvais. Donc, les Red Wings de Détroit, on a adopté un style. En même temps, les Red Wings, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. On sait que le chandail est pas mal pareil depuis 1935. Fait que, c'est quand même compliqué d'inventer un nouveau design, mais je trouve qu'ils s'en sont très bien Ouais. sortis. Le logo en tant que tel qui ressemble beaucoup au logo qu'ils avaient leur chandail, leur classique hivernal de 2014. Il y a deux couleurs, le rouge et c'est le, comment on appelle ça, le crème un peu, le vintage white qu'ils appellent, donc un peu un blanc terni, que je trouve vraiment excellent. Puis aussi, un autre truc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, puis moi le premier, qu'on n'aime pas les sponsors sur les chandails depuis un bout, mais il y a un petit côté intelligent sur le casque du chandail du chandail pour le centième anniversaire. Le logo de la marque a un style rétro aussi pour fitter avec le chandail. Donc ça, c'est quand même un bon style, une bonne décision marketing. Puis sinon, en tant que tel, juste le chandail, je trouve que c'est le plus clean des chandails de centième anniversaire, en tout cas depuis un bout, là, en tant que tel. Je sais que les Canadiens, ça fait longtemps. Toronto, on n'avait pas vu tant que ça, puis Boston, ils étaient clean, mais celui-là, vraiment, en tout cas, le plus clean des nouveaux. Là. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, puis en même temps, c'est dur un peu de rater avec le logo des Red Wings. C'est un des Ouais. plus beaux. Puis c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas changé leur chandail depuis longtemps. C'est simple, mais efficace. Donc oui, lui aussi j'aime bien. Donc à part les Hurricanes, il y a quelques temps, toutes les autres équipes, les chandails qui sortent Hmm. jusqu'à maintenant, j'aime bien. J'aime bien. Ah, ben, pas l'Utah, là. C'est ça. Ah, là. Toi, t'es juste un Allez, hater, comme on dit. peut-être. Bon, sinon, il y a les Il n'y a pas Rangers de de New York qui célèbrent. peut-être. Non, 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 non. OK. Donc là, maintenant, si on passe aux Rangers de New York, ils ont tout simplement refait leur premier uniforme de 26-27. Je sais que toi, tu es moins fan un peu à cause que tu trouves que le mot Rangers en diagonale a comme l'air croche. Ouais, Mais en même temps, je pense qu'ils ont vraiment essayé de refaire le chandail puisqu'il est vraiment limite pareil que lui de 26-27. Maintenant, ça reste à voir s'ils vont avoir les pantalons beige qu'ils avaient à l'époque. Tu sais, on se souvient, à l'époque, il y avait toujours des culottes beige, tu sais, ça ne fitait pas avec les couleurs. Donc, on va voir s'ils vont j'espère ramener que non. ça. Ben, ça pourrait, dans le temps, ça serait logique s'ils veulent vraiment faire Ouais, leur s'ils veulent faire uniforme du un centième comeback, ouais. anniversaire. Ouais, en tout cas. Mais sinon, je le trouve quand même Ben, sympathique, moi, mais c'est ça vaut juste le pas leur logo, comme uniforme je t'ai actuel. dit, qui a l'air un peu croche. C'est peut-être mes yeux Ouais. qui sont pas corrects, mais sinon, le reste du chandail, j'aime bien. Là. C'est vraiment juste ça qui me dérange un peu. Puis finalement, il y a les Oilers Edmonton qui ont dévoilé un nouveau troisième chandail aussi. La dernière fois qu'ils en avaient fait un, c'était le chandail, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était bleu foncé, navy blue, puis il était comme orange. Le logo était orange, il n'y avait comme pas de Ouais. blanc sur le chandail. Il l'avait porté notamment lors des séries de 2022 à domicile. Puis là, c'est un style un petit peu plus rétro, donc un vintage white là aussi, un chandail un peu beige, avec un Oilers, donc un nouveau logo Wordmark, puis une espèce de logo avec une espèce de truc pour pomper le pétrole dans le sol. Là. Je sais pas trop comment dire ça. Là. Donc en gros, nouveau chandail. Moi, sincèrement, je déteste vraiment pas. D'habitude, c'est sûr que certaines équipes, lorsqu'ils sortent des chandails avec juste un logo, que c'est un mot, ça peut être laid, comme les Capitals, les Sens il y a quelques années, l'Utah. Mais là, je trouve qu'il marche bien. Encore, tu vois, j'ai encore, j'ai encore insulté l'Utah. Non, mais sincèrement, je trouve qu'il marche très très bien, lui, des Oilers. Ça fait un petit style rétro. Seul truc inquiétant, par contre, c'est que sur le photoshoot, c'était Ekholm et pas McDavid. Trop facile. Ouais, il faut peut-être s'inquiéter. Non, non, mais on va essayer. Mais en tout cas, on rappelle que McDavid n'est pas signé pour l'année prochaine. Donc, Non, mais en tant que tel, ça cette va être. année, son contrat, c'est pour la saison d'après. Là. Ok, ouais, non, je sais, c'est ça, c'est pour 26-27. Ouais, ouais. Sinon, également, pour ce qui est des chandails, c'est officiel que les Devils ne ramèneront pas leur New Jersey après cette Moi, je saison. l'adorais, man. C'était mon Ouais, je préféré. sais, je l'aimais beaucoup aussi, je l'aimais beaucoup. Mais donc, la saison 25-26, ça va être la dernière de leur chandail alternatif qu'ils ont introduit en 21-22. Donc, on va faire un petit farewell pour lui, bien sûr. Sinon, je pense que j'avais pas mal fait le tour des chandails LNH en tant que tel. Là, on va maintenant pouvoir passer à la dernière partie de l'émission. Ça va être ton preview des divisions, de la division Atlantique. La semaine dernière, on a terminé la métropolitaine avec les trois pires équipes, c'est-à-dire les Sabres, les Bruins et les Red Wings.
Donc, pour conclure cet épisode, on va commencer le début des previews de la division Atlantique. PO, tu vas commencer ça. Aujourd'hui, on va faire seulement 3 équipes au lieu de 4 parce que je sais que tu voulais faire un épisode spécial, en tout cas une portion spéciale juste sur les Canadiens de Montréal. Donc, en gros, aujourd'hui, on va parler des 3 dernières équipes de la saison passée, c'est-à-dire les Bruins de Boston, les Sabres de Buffalo et les Red Wings de Détroit. Donc, on va commencer avec Boston, qui ont eu une méchante chute par rapport à l'année 23-24 et aux autres années avant. Ben, ils ont pu Bergeron, ils ont pu Krejci. Après ça, là, Marchand a été échangé. Lindholm, qui ont signé Elias Lindholm comme étant leur premier centre, finalement, ça a été un échec. Donc, cette équipe-là, ça s'est pas très bien passé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette saison morte? Ils ont prolongé Mason Lowry, qui a quand même été surprenant. Il a été bon en défensive. 2 ans, 3,2 millions de dollars. Je trouve que c'est un très bon contrat pour lui. Sinon, Morgan Geekie, j'ai parlé que Lowry est surpris. Ben, en attaque, Morgan Geekie, très bien fait. Ça a été le deuxième meilleur pointeur des Bruins. Ça, c'est un peu désolant. Surtout que Pasternak, c'était 106 points, si je ne me trompe pas. Puis Geekie, c'est dans les 50. C'est le deuxième. Ouais. Ouf, c'est dur. Manque de profondeur. Prolongation de contrat de 6 ans, 5,5 millions de dollars pour Morgan Geekie. Ensuite de ça, Henry Yokiharu, prolongation de 3 ans, 3 millions de dollars. Sinon, ils ont fait des acquisitions au marché des joueurs autonomes. Ils ont signé Tanner Jeannot, 5 ans, 3,4 millions. Je trouve que c'est beaucoup parce qu'à part sa seule bonne saison avec Nashville, ben, il n'a rien fait avec Tampa, il n'a rien fait avec les Kings. Je trouve que c'est beaucoup d'années à donner à Tanner Jeannot. Ensuite de ça, ils ont signé Sean Curley, 2 ans, 1,85 millions. C'est plus un contrat comme ça que j'aurais pu voir Jeannot avoir. Là. Ouais. En dessous de 2 millions, seulement 2 ans. Ça aurait pu être intéressant. Et sinon, Michael A. Simon, 2 ans, 1,45 millions de dollars. Donc ça fait le tour de leur signature. Donc rien de gros pour changer cette équipe-là. Ensuite de ça, dans les transactions, Boston a reçu Victor Arvidsson contre un choix de 5e tour à Edmonton. Comme on en avait parlé pour Edmonton, eux, c'était pour se débarrasser d'un salaire. Et Boston s'est dit, bon, ok, on va le prendre. Ça coûte pas grand-chose. Puis il va probablement jouer genre sur notre top 6 ou top 9. Bon. Ensuite de ça, Boston a reçu Victor Soderstrom contre Mast Ryan et un choix de 7e tour en 2025. Donc là non plus, pas une très grosse transaction. Soderstrom, peut-être qu'il y a 4 ans, on aurait dit, oh, grosse acquisition. Mais finalement, c'est plus... Ouais. Mais il a bien joué en Suède l'année passée, fait que ça va être à voir. Mais c'est ma Yachts Legend à Boston. C'est pour ça que j'allais surveiller un petit peu. Sinon, du côté du repêchage, Boston, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y avait le 7e choix au total en finissant dernier de l'Atlantique. Ils ont repêché James Higgins. Honnêtement, très bon choix. Moi, je l'avais 3e sur mon classement après Sheffield et Missa. Donc, je trouve que c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui pourrait être une star pour eux. C'est un centre officiellement, mais peut-être qu'il va devenir ailier. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais James Higgins, je trouve que c'est un très bon choix. Will Moore, 51e, très bon choix aussi. Et j'ai aussi écrit Cooper Simpson, 79. C'est pas un joueur qui était tant haut que ça, mais je sais pas si vous connaissez Simon le Snake Boisvert. Lui, sur sa liste, il avait 12e. Donc peut-être que c'est une carte cachée qui pourrait payer pour Boston. Mais c'était pas mal le seul à l'avoir aussi haut. Mais c'est pour ça que j'ai voulu l'écrire. C'est un joueur que j'avais quand même attendu parler. Donc si on regarde selon Puckpedia l'alignement projeté pour Boston, premier trio c'est Geekie, Elias Lindholm et David Pasternak. Pour vrai, c'est pas si affreux si Lindholm est capable de rebondir puis Geekie peut continuer sa progression. Ça pourrait être quand même un trio quand même assez intéressant. Et comme on sait, Pasternak, même avec des pieds de céleri, va faire 90-100 points. Ensuite de ça, deuxième trio selon eux, c'est Zaka, Middlestad et Arvidsson. Comme j'ai dit, Arvidsson, c'est pas pour rien qu'ils ont accepté. Ça fait sur un deuxième trio. C'est quand même assez triste. Arvidsson, il y a peut-être 6 ans, ok, sur un deuxième trio, mais maintenant, c'est plus un gars de troisième trio qui peut-être deuxième powerplay. Sinon, selon eux, le troisième trio, c'est Minton au centre de Jeannot et Kuznetsov. Donc ça aussi c'est un trio. Minton, est-ce qu'il est prêt? On le sait, ils sont allés chercher de Toronto à la date limite dans l'échange de Carlo. Est-ce qu'il est prêt à prendre une place dans la Ligue nationale? Jeannot, ça fait quelques années que ça va moyen. Et le quatrième trio est vraiment un quatrième trio avec A. Simon, Courali et Castellic, 3 joueurs qui sont capables de jouer physique. Donc ça c'est l'alignement selon Puckpedia. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet alignement-là en attaque? Bah écoute, c'est Pasternak, là. Il va falloir qu'il fasse. Ça va être lui d'intéressant, hein, sincèrement. C'est comme. Ça, c'est des jeunes qui se sont pas développés. Je pense à Jeannot ou à Middlestad, même, qui avait quand même une grosse cote sur lui il y a quelques années. Parce que tu sais qu'il est supposé être super bon. Sinon, Geekie, comme tu l'as dit sur le premier trio, voir sa progression en tant que tel. Sinon, les nombres, s'il peut se remettre. Mais à part ça,
Je trouve que c'est rough, là. C'est Ouais. une attaque rough. Et en plus, Pasternak, il commence sa troisième année d'un contrat de 8 ans. Ça va être rough longtemps pour Pasternak. Est-ce qu'il va être Ouais. échangé? Ça m'étonnerait qu'il l'échange, mais comme là, si Boston, ils n'ont pas fait de grandes acquisitions pour remonter en série puis commencer l'Atlantique, la plus forte division, est-ce que Mané va Mm. demander d'être échangé? On va voir, on va suivre ça. Parce qu'ils ont quand même quelques bonnes pièces là, comme en défense. Laurie McAvoy. McAvoy, c'est aussi un défenseur élite. Donc, un peu comme Pasternak, il est un peu tout seul dans. Pasternak tout seul en attaque, McAvoy tout seul en défense. Laurie McAvoy, Zadorov, Yuki Ryu et Empus Lindholm et Piki. Donc, ça, c'est selon Puckpedia, c'est ça qui arrête la défense. C'est moins pire que l'attaque. Zadorov est quand même capable de jouer des bonnes minutes. Impus Lindholm, on le sait, il y a quelques années, il avait été incroyable en début de saison. McAvoy, très bon défenseur, c'est capable de rester en santé. C'est quand même une bonne défensive. Et dans les buts, Swayman, Korpisalo. C'est deux gardiens qui, dans leur meilleur, sont capables d'être des joueurs, des gardiens élites. Puis dans leur Mm. pire, sont capables, surtout Korpisalo, d'être affreux. Donc on va voir ce que ça Ouais. va donner avec ça. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive et de ces gardiens-là? Ben, comme tu as dit, la défense, c'est probablement le truc le plus intéressant de l'équipe en tant que tel, là. Tu sais, c'est quand même assez stable. Il n'y a, y a pas vraiment comme de poids mort. Il n'y a pas de comme de Matt Dumba, de genre de Jacky, de Struble, de. Allô? Checker a Genre, marqué? genre, Checker a marqué à ça? sans commentaire. Non, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a pas comme de défenseur, tu sais, poids mort, tu sais, ou le meilleur exemple, c'est un Ristolainen. Tu sais, il n'y a pas de Ristolainen dans ce def-là. Tu sais, ça vole pas. Ben, c'est pas que ça vole pas haut. Tu sais, c'est pas ultra fort, mais ça reste, c'est pas dégueu. Puis sinon, ben, Swayman, s'il est capable de mieux jouer que l'année passée, déjà, ça pourrait donner la chance aux Bruins de gagner quelques matchs de plus. C'est qu'il n'y a pas eu une saison facile l'année passée, Swayman. Déjà que ça a pris 15 ans avant qu'il signe son contrat. Puis Korpisalo, comme backup, je trouve que c'est ça sa place. Il n'y a pas vraiment de. À part si c'est à Chicago, il n'y a pas vraiment une place de starter dans la ligue, je pense, Korpisalo. Donc, tu sais, backup, je pense que ça fait la job en tant que tel. Mais ouais, c'est ça. Ça risque d'être une saison un petit peu compliquée pour Boston. Donc, si j'avais une prédiction à faire, je pense qu'ils vont rester 6, 7, 8e de la division. Je pense pas qu'ils vont se battre pour une place en série. Sinon, si on continue, on regarde les acquisitions que Buffalo ont fait. Ils sont allés chercher Jack Quinn. Pas aller chercher, ils ont prolongé son contrat 2 ans, 3,375 millions de dollars. Donc, c'est quand même une bonne signature. Je trouve que Jack Quinn, ça pourrait être un attaquant quand même assez intéressant. Il y a encore du galon à prendre pourrait avoir plus de place maintenant qu'un JJ Peterka, par exemple, a été échangé. Sinon, ils ont signé Alex Lyon, 2 ans, 1,5 millions. Ryan McLeod, prolongation de contrat, 4 ans, 5 millions de dollars. Donc, il y a quelques années, on avait un peu ri de eux en échange, McLeod contre Matt Savoie. Mais finalement, McLeod fait quand même une bonne job, mais je trouve que 5 millions, c'est quand même cher, mais il a quand même été Mm. relativement productif. Sinon, du côté de la défense, ils ont re-signé Bowen Byram, 2 ans, 6,25 millions de dollars. Donc là, j'ai hâte de voir l'utilisation qu'ils vont faire avec lui. Est-ce qu'ils vont le mettre à droite, à gauche? Puis comme on le sait, à gauche, ils ont Dallin, Power, Byram, mais c'est trois défenseurs top 4. Là. Tu Ouais. t'en mets pas un à droite, puis comme on le sait, à part Kesselring à droite, c'est un peu faible. Donc est-ce que c'est Dallin qui va se déplacer, Byram, Power, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont signé justement, peut-être que Radim Murtka, qui ont repêché au premier tour cette année, ils vont le faire jouer, parce que c'est un gros défenseur droitier, et il a signé son contrat d'entrée avec eux. Donc peut-être qu'ils vont décider de le faire jouer à droite lui aussi, puis de pas le retourner dans le junior. Comme on le sait avec Zach Benson il y a quelques années, ils ont décidé de le faire tout de suite jouer à 18 ans, mais en même temps, il avait dominé les matchs préparatoires puis le camp d'entraînement. Donc on va voir avec Murtka qu'est-ce qu'ils vont faire. Si on a signé un autre défenseur, Connor Timmins, 2 ans, 2,2 millions de dollars. Et ils ont signé deux gardiens, Devin Levi, prolongation, 2 ans, 812 000 dollars. Je pense que lui, il va peut-être continuer aussi dans la Ligue américaine, peut-être se battre pour une place. Et il y a quelques semaines, tout récemment, ils ont signé Alexander Georgiev, 1 an, 825 000. Puis qu'est-ce qu'on avait compris, c'est que Uka Pekka Lukonen s'était un peu blessé dans leur pratique. Donc peut-être que c'est lui qui va remplacer j'attends que Uka Pekka revienne. Donc on va voir ce que ça va faire. Mais quand t'es gardien de but projeté, c'est Lyon puis Georgiev. Disons que ça vole pas haut, vraiment. Là. C'est rough. C'est rough. Sinon, dans les côtés des transactions, ils sont allés chercher Josh Doan et Michael Kissingring en donnant JJ Peterka. Est-ce que toi, tu peux un peu plus nous parler de Josh Doan puis Kissingring, comme tu as été fan des Coyotes, tu les connais un peu plus? Là? Ouais, ben même encore là, Kessering est comme un peu arrivé sur le tard. C'est que, tu sais, j'ai pas trop suivi. Je sais que les Coyotes allaient chercher dans un trade avec les Oilers, notamment. En tout cas, mais Kessering, j'ai sa Young Gun de luxe. Oh!
Voilà, ça c'est le petit fun fact, elle m'a coûté 25$. Mais non, mais sans blaguer. Mais Kyle Kesselring, ben, c'est un défenseur droitier. Je pense qu'il a une bonne mobilité en tant que tel, mais tu sais, c'est pas. Gros Il gabarit jouait aussi. quand même des grosses minutes. Ouais, gros gabarit. Mais il jouait des grosses minutes avec l'Utah l'année passée. Mais c'est surtout du fait que Dursey a comme été blessé à moitié de l'année. C'est que tu sais, ça a comme pas aidé en tant que tel. C'est là qu'il a pris plus de minutes. Sinon, Josh Doan, c'est sûr que c'est pas. Il a pas le talent à Shane en tant que tel. Puis Shane, on sait que c'était pas le gars nécessairement le plus talentueux sur la glace, mais tu sais, c'est un gars qui est physique avec un bon leadership. Puis c'était quand même un joueur pas dégueu. Donc, Josh Doan, en tant que tel, l'année passée, il a vraiment partagé son année, moitié du temps à Utah, moitié de l'année à Tucson, donc entre la LNH et la Ligue américaine. Là, il risque d'avoir une place dans l'alignement, techniquement, à moins que. Mais, Non, ça m'étonnerait qu'il fasse pas sa place. donc, tu sais, ça va être intéressant de voir ce qu'il peut faire avec Buffalo. Donc, tu sais, il va avoir vraiment une chance d'ouvrir, parce que ça peut être drôle à dire, mais avec les Coyotes et avec l'Utah, tu sais, il était comme. Mais surtout avec l'Utah, il était comme quatrième trio. Il n'y avait pas comme de place à s'installer tant que ça. C'était quand même occupé. Donc, ça va pouvoir. Ça va être à surveiller du côté de Josh Doan puis Kesselring. Puis sinon, ben, JJ Peterka, ben, bienvenue à Salt Lake. Bienvenue en enfer. C'est une Ben, blague. Mais, est-ce que Utah c'est pire que Buffalo? J'ai l'impression que Buffalo, ouais, vous-même, vous-même. vu de même, c'est un upgrade. C'est un upgrade. Effectivement, donc, ouais, Buffalo qui font encore un excellent échange. Là, si tu veux, on peut tousser à chaque fois qu'on sort un gros nom qui était à Buffalo, qui est plus là, puis qui ont eu du succès ailleurs. Eichel, Ouais, Reinhardt. Reinhardt, O'Reilly. Alright. Après ça, il me semble qu'il y en a d'autres, sûrement qu'on oublie. Ah oui, ben, Ulmark. Ulmark. Puis Ulmark, c'est pas qu'ils l'ont changé, ils ont juste pas signé. Oui, Puis aussi. c'est pas comme s'il y avait un gardien qui s'en venait. À toute fin de la saison morte de cette année-là, ils ont signé comme Arundel puis comme un autre gardien parce qu'il y avait oh, on n'a pas de gardien. Ulmark, sa dernière saison, l'autre goalie, c'était Carter Hutton. Euh, Donc il Sinon, se rajoute à la liste. Là. ben, même, effectivement, ben, même Carl Okposo, ok, oui, il était pas incroyable, mais il a gagné la coupe après être parti de Buffalo. C'est comme en tant que tel, donc tu sais, c'est pas rare. C'est pas rare d'avoir des bons joueurs, des sabres quitter, puis automatiquement avoir du succès ailleurs. Sinon, il y a eu d'autres échanges aussi, si tu peux en parler rapidement. Ouais, il y a eu Connor Timmins plus Isaac Béliveau contre Connor Clifton et un choix de 2 en 2025 qui s'en vont au Pingouin, si je me trompe pas. Ensuite de ça, Buffalo ont reçu un choix de 6e tour en 2026. Grosse acquisition. Puis on a Oui. donné Sam Lafferty à Chicago. Donc la grosse transaction, c'est vraiment Petrika. Les deux autres, c'est des Ouais. transactions vraiment mineures. Et au repêchage, le seul gros nom que j'ai trouvé, c'était Radim Murtka, qu'on a parlé un peu plus tôt, que peut-être qu'il va faire l'alignement. Lui, c'est vraiment un gros défenseur droitier. Moi, je l'avais pas prédit qu'elle allait à Buffalo parce que je pensais qu'elle allait sortir plus tôt. Un gros défenseur droitier, 6 pieds 4, une bonne mobilité, ça peut être intéressant. Mais je m'étais dit, si il est disponible à Buffalo, aucune chance qu'il passe Buffalo parce que, comme je l'ai dit, ils ont 3 excellents défenseurs gauchers. Mm. Donc lui, il pouvait compléter parfaitement avec un Kesselring du côté de la droite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc Buffalo, qu'est-ce qu'ils construisent sur papier? C'est quand même pas mauvais, mais à chaque année, ça chie pareil. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. Ça fait comme 14 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. 2011, c'est la dernière fois. Puis avoir l'équipe, on dirait que ça va continuer encore. Là. Surtout si tu checkes le duo de gardien but. Là, si tu peux rapidement te présenter les lignes projetées. Là. Justement, le premier trio, selon Podpedia, c'est Zach Benson avec Norris et Thompson. Moi, je pense que ça va être coolish. C'est ça qu'on avait vu peut-être en fin de saison, qui pourrait être le premier centre. Thompson, ils l'ont déplacé à l'aile maintenant. Ensuite de ça, tu Zucker avec McLeod et Tuck. Alex Tuck quand même bien. Ça a l'air qu'il est peut-être un peu blessé. On va voir ce qui va arriver avec lui. Selon Podpedia, c'est Quinn, Coolidge et Josh Doan. Quand même un bon trio de jeunes. C'est ça, quatrième trio, c'est Malenstein, Patton Krebs et Danforth. Donc, c'est un alignement. Il n'y a rien de wow à part Tate Thompson en attaque, mais il y a quand même plusieurs jeunes bons qui pourraient Ouais. surprendre. Mais comme si tu compares à l'équipe des jeunes des Canadiens, je prends Canadien en attaque. Ottawa, je prends Ottawa devant. Si tu t'aimes pas, ça c'est même pas une question. Pas Colorado, mais la Floride, même pas une question. Toronto, je prends devant. Puis même peut-être Détroit. Il y a peut-être juste Boston. Donc, Mm. Buffalo, est-ce que ça va être une 15e saison de suite sans série? J'ai l'impression que probablement. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben, ça, comme je t'ai dit, ben, je trouve ça plus intéressant que Buffalo sur papier, mais ben, que Boston. Mais tu sais, je pense que un manque un peu d'expérience en tant que tel, puis les joueurs expérimentés
À part Thompson, je pense à un Zucker qui a ralenti beaucoup. C'est ça, tu sais, c'est pas incroyable. Puis encore là, oui, le premier centre, il voit Josh Norris, mais là, il faut que lui il évite l'infirmerie. Josh Norris est souvent blessé. Donc ça va être surveillé également. Sinon, la défensive, elle est beaucoup plus intéressante là, en tant que telle, là, si tu peux en parler. Selon Puckpedia, ils mettent Byram avec Dallin à droite. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Comme on sait, Dallin, c'est un gaucher. Power avec Kesselring, Samuelson et Timmins. Donc, honnêtement, en défense, surtout si tu rajoutes un Murtka qui pourrait être très intéressant, ça peut commencer à être une défensive quand même très très bonne. Ça, c'est peut-être le point fort de Buffalo, la défense. Mais en même Oui. temps, les gardiens de but, c'est Lyon et Georgiev. Parce que, comme on le sait, Ukko-Pekka Luukkonen s'est blessé. Donc, c'est pas fou là non plus, toi. Comme tu l'as dit, t'aimes bien la défense, mais qu'est-ce que tu penses qu'il peut. Est-ce que ça peut les aider à peut-être se battre pour une place en série? Ben, moi, je dirais que oui, s'il n'y avait pas les gardiens qu'il y a derrière. Mais en tant que tel, puis même encore là, c'est Samuelson, OK. Connor Timmins, il est plus abonné à l'infirmerie que d'autres choses aussi. Donc, en tant que tel, ça a été surveillé. Mais sinon, je trouve que le top 4 est vraiment solide. Genre, sincèrement, c'est un très beau top 4. Après, il va falloir qu'il y ait des arrêts derrière. Mais avec un line-up d'Alex Lyon et Georgiev, ça va être compliqué, je pense. J'espère que l'hiver se développe et que Ukko-Pekka Luukkonen revienne Ouais, rapidement parce que, ouf, c'est pas fou. Sinon, dans les blessés, il y a aussi Greenway en attaque qui oui. pourrait être là et un Rosen qui est une jeune, ben, encore recrue qui pourrait peut-être faire l'alignement de Buffalo, mais je pense pas que ça va être ça qui va changer grand-chose à cette attaque du côté de Buffalo. Si j'avais une prédiction, j'y laisserais avec Boston dans les bas-fonds de la division. Mais en même temps, faut se le dire que cette division-là, c'est probablement la meilleure de toute la Ligue nationale. Donc, c'est dur aussi de monter. Parce que, par exemple, les Canadiens ou Ottawa, selon moi, il y en a une des deux qui va probablement être cinquième encore cette année de cette Ouais. division-là. Donc, c'est une bonne division. Là. Donc, si on continue avec Détroit, les signatures que Détroit ont faites, ils ont prolongé Jonathan Bergen 1 an, 1,825 000 par année. Ils ont fait une prolongation de contrat de 1 an, 3 millions à Patrick Kane. Ils ont signé JVR 1 an, 1 million de dollars. Ils ont signé Mason Appleton 2 ans, 2,9 millions de dollars et Travis Hamonic 1,1. Je suis allé rapidement parce que honnêtement, il n'y a rien de Ouais. vraiment gros, c'est toutes des petites signatures. Le seul gros nom, c'est Patrick Kane, mais c'est plus Patrick Kane, 106 points, 108 points Ouais. avec Chicago. Mais il a quand même connu une bonne saison. Je vais devoir que ça va donner. Le plus gros ajout de leur côté, c'était vraiment du côté des transactions, où ils sont allés chercher Gibson. Gibson, très bon gardien. Enfin, ils sont allés chercher un gardien. Là, ils ont donné Mrazek, un choix de deuxième tour en 2027 et un choix de quatrième tour en 2026. Donc, enfin, ils vont avoir un gardien numéro un avec Talbot. Talbot, je pas ça comme deuxième gardien. Ça peut être Mhm. ça peut être quand même intéressant du côté de Détroit. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on regarde pour le repêchage pour Détroit, il n'y a pas grand-chose. Ils ont fait un choix de premier tour. Bear, un très bon joueur. Lui, c'est un joueur avec du talent qui peut quand même travailler fort devant le filet dans les coins. Donc, lui, c'est un bon choix que j'ai aimé, qu'ils ont pris en milieu de première ronde. Sinon, il n'y a rien de très intéressant du côté de leur repêchage que j'ai remarqué. Si on regarde maintenant du côté de leur alignement, selon Puckpedia, le premier trio serait Soderblom, Larkin et Raymond. Soderblom, c'est intriguant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mhm. Mais sinon, le premier trio reste très intéressant. Raymond, qui a connu une très bonne saison la saison dernière, presque un point par match, si je ne me trompe pas. Larkin, un très bon premier centre. J'adore ce premier trio-là. Sinon, le deuxième trio, Debrincat, Casper et Kane. Honnêtement, quand même, un excellent top 6 du Oui. côté de Détroit. Casper qui a connu une bonne saison recrue la saison dernière. Espérons qu'il n'y ait pas la game de la deuxième année comme plusieurs on connaît, Mhm. dont lui qu'on aime beaucoup rire, c'est Matty Beniers qui a eu la game de la deuxième, la troisième, la sixième, la septième année. Ouais, effectivement. Après ça, le troisième trio, c'est Cup, Comfort, Appleton. Et le quatrième trio, c'est Van Riemsdyk, Rasmussen et Berggren. Donc honnêtement, cette attaque-là, je la trouve quand même très intéressante. Ça Oui. pourrait être un alignement qui les amène en série, ils pourraient se battre pour une place en série. Mais en même temps, comme je l'ai dit, l'Atlantique est très très forte. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette Mhm. attaque-là? Ben ouais, non, pour elle, c'est très très solide au niveau du top 6. Après, c'est des joueurs de profondeur. JVR, je pense, peut toujours apporter quelque chose, même s'il est rendu comme à 62 ans, là, mais genre. Mais en tout cas, oui, très solide. Moi, c'est Marco Casper. C'est mon deuxième centre Gotes en mode franchise NHL 24. Fait que je vais Tu devoir l'as, le performer. tu l'as dans ton cœur, là. Oui, je l'ai dans mon cœur. Avec mes yachts de 2038. En finale de la Coupe Stanley. Contre Détroit, d'ailleurs. Oh! Ouais. Sinon, sans blaguer, je trouve, à part Soderblom, premier trio, sinon, je trouve, ça reste quand même assez solide. Puis Raymond, excellent joueur. Là.
Sinon, du côté de la défense, c'est là que il y a un peu plus de questions. Il y a Cherrott avec Sider. Cherrott, c'est une première paire. Excusez. Après ça, Je t'as me suis ri un peu dans la bouche. Simon Edvinson avec Johansson et Gustafsson avec Amonic. Donc, j'aime beaucoup plus l'attaque. Sider reste excellent. Edvinson, s'il est capable de prendre un bon rôle. Sinon, peut-être Axel Sendin Pelika pourrait peut-être venir, mais est-ce qu'il est prêt tout de suite? On va voir ce que ça va donner. Et dans les buts, Gibson Talbot, je l'ai parlé un peu plus tôt, très très bon. Duo de gardien de but. Toi, Mm. qu'est-ce que tu penses de cette défense et de ces gardiens? Est-ce que c'est assez bon pour peut-être sneak en série éliminatoire? Ben, c'est sûr qu'ils vont être dans le coup. Je pense qu'ils vont être dans le coup du début à la fin. Après, c'est ça, l'Atlantique, c'est une division compliquée à faire. C'est qu'il va falloir vraiment que la step un petit peu plus. Et si l'année passée qu'une formation similaire, puis l'année d'avant avait quand même passé proche, je vois que je pense qu'ils vont être encore dans la lutte longtemps. Puis là, maintenant, ils ont vraiment un gardien de premier plan. Ça fait pas gauler du Alex Lyon, puis du James Reimer, puis du Ville Rousseau. Là. Ça fait gauler. C'est là, John Gibson. Ça reste quand même assez solide. Sinon, Sherrod, première paire, en tout cas. Gustafsson, Abs Legend, Clapper, match 4 contre Winnipeg, on s'en souvient, Oui. Powerplay. Avec sa Avec célébration. John. Sa célébration, c'était vraiment une célébration typique de NHL quand tu oublies de célébrer, qui Oui. fait juste genre. Ouais! Mais sinon, ouais, Sider, excellent défenseur là aussi. Bernard Ducker, ça peut être solide. Justin Hall, c'est sympathique. Puis du haut de gardien, ben c'est ça. Gibson, Talbot, c'est très solide. Et tu sais, on sait Talbot peut-être un peu fragile aussi, ça commence à être large. Il y a comme 38-39 ans comme Talbot. Mais sinon, ils ont du très bon futur avec Kosa et Augustine. Donc, tu sais, ils sont pas. Niveau gardien de but du futur, ils sont pas nécessairement très très mal pris du côté des Red Wings. Donc, je pense que ça peut être sympathique. Mais en tout cas, ils vont être dans la lutte pour faire les séries. Sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour pour ce qui est des Red Wings, pour ce qui est des équipes de cette semaine. Donc, la semaine prochaine, en tant que telle, on va faire un peu un épisode spécial sur le preview du début des séries dans la MLB, voir c'est qui les équipes favorites. Si on va encore avoir une finale Yankees-Dodgers, on espère pas, mais pareil. En tout cas. Les Blue Jays, ça serait le fun, Moi, qui se rendent un peu loin. ouais, effectivement. Ça va faire un deep playoff fun. C'est comme en 2016. Ouais. C'est comme Cleveland. Là. Batista, Carnation, Donaldson, Tulowitzki, Kevin Pillar. Le Ouais. bon vieux temps, là. Ouais, on demande pas, c'est comme une série mondiale comme en 93, mais pareil. C'est au moins un deep playoff run. Pas on mène 9-1 puis qu'on perd contre les Mariners. Si on demande. Ben, ça se pourrait que c'est les Mariners qui nous éliminent si on se rend au troisième tour. Là. Puis les Mariners, il y a Les des Mariners en série mondiale. Ben, il y a des J'ai vraiment équipes. entendu cette phrase-là, non? Ben, je veux pas trop spoiler, mais Hugo, l'invité qu'on va voir la semaine prochaine, il aime beaucoup les Mariners, il aime leur chance. Là. Ok. Ben, pas il aime l'équipe, mais Ok. genre il aime leur chance pour se rendre loin. Là. Ok, c'est bon. C'est bon. Sinon, en tant que tel, vous avez vu cette semaine, on n'a pas fait de bloc NHL 26, c'est parce que sincèrement, le jeu, il est dégueu. Genre, pour elle, c'est comme. C'est comme hier, je te l'ai compté hier, PO, lorsqu'on préparait l'émission. Comme je fais, j'ai genre 2-3 bonnes chances de marquer que je passe près. Le gars, après, sur ses 2 premiers shots, il score. J'étais comme. À un moment donné, il y a un petit niveau en tout cas. Mais c'est ça, puis sinon, le BA Pro, ben écoute, C'est la même moi, chose. j'ai hâte, parce que là, je viens de me faire drafter par les Ducks, 10e au total. J'ai hâte, comme genre, d'avoir des super bonnes stats en début de saison, puis me faire send down aux Ghosts de San Diego. Genre, sincèrement, j'ai vraiment hâte. Là. C'est ça que je vois partout sur les réseaux sociaux, sur Reddit notamment. Les gens ils disent hey, yo, je suis comme un des meilleurs pointeurs dans mon équipe, puis je suis menacé de me faire drop dans la Ligue américaine. Ben, honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'il l'avait enlevé. Parce que je pense que c'était un bug qu'il y avait eu il y a quelques années. Parce que je me souviens plus c'est quel NHL, mais je me souviens très bien. J'étais premier pointeur de mon équipe après genre 30 matchs. Puis j'avais été envoyé dans la Ligue américaine. Là. J'étais pas juste des menaces, là. J'étais vraiment envoyé. Donc c'était peut-être pour ça qu'il l'avait enlevé, parce qu'il y avait comme eu un problème. Puis peut-être que ça leur fait. Donc. Ils ne corrigent pas leur problème. Ben, c'est EA en même temps, mais en tout cas, ils ne corrigent pas leur problème. Sinon, en tant que tel, on va continuer les prévus de la division Atlantique. Là, tu vas faire Ottawa, la Floride, Tampa et Toronto. Ouais. Donc, l'épisode d'après, juste avant le début de la saison de la saison régulière, on va parler des Canadiens de Montréal en plus grande profondeur. Puis sinon, on va voir si on a peut-être le temps pour un petit bloc 4 en tant que tel. Ça va être à voir. Je sais que tu voulais faire un draft all-time de hockey, mais il va falloir être plus que 2. Parce qu'un draft à 2, c'est pas très palpitant. On s'est plus amusé lors de notre draft de pool où on était 10. Ouais. On va se le dire. À 2, c'est. Un draft all-time à 2, on va finir sur
Ouais. 10 Hall of Famer, 10, pas juste Hall of Famer, mais genre 10 top 20 joueurs de la ligue. Là. C'est comme. Ouais, c'est ça, ça va être plate un peu, là, mettons. C'est genre, mettons que le plus loin qu'on va se rendre au niveau profondeur, ça va comme être Mike Gardner, là. C'est que, tu sais, c'est comme. Non, mais comme toi, tu prends Ah bon. Gretzky, je prends le mieux. Après ça, tu prends Ouais. Crosby, je prends Yagar. Après ça, en Des fois, je prends défense, Bobby Orr, puis tu l- prends Lidstrom. après C'est ça, pas Raymond genre. Bourque. On voit des équipes pactées. Là, à Ah 4, oui. 4, ce serait le bon nom, je pense. Pour pas non plus avoir trop. De pas aller trop loin non plus. Donc, ça pourrait être intéressant. Un petit Ouais, teaser qu'on vient de vous faire rapidement des joueurs qui pourraient être sélectionnés. effectivement. Donc, écoutez, je pense que c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, on va être de retour la semaine prochaine avec plus de sujets sportifs et également un petit résumé de la semaine 4 dans la NFL. J'ai oublié de le mentionner. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine.